Real Talk, 9e épisode et dernier de cette année 2024, en compagnie de mes amis Chronique Foot, Thomas et Alex Sanfoot. Aujourd'hui, petit retour rapide sur le match face à Séville, le dernier match de l'année, et puis petit bilan de demi-saison, le collectif, comment ça va, et puis surtout les perfs individuels, notre flop, notre MVP de cette première partie de saison. Comment ça va, messieurs? La forme. Bah, très bien, on a terminé sur un très très beau spectacle ce week-end, une belle semaine de rêve, des buts, des titres, donc ouais, on termine 2024 comme il se doit. Ouais, je crois que la fatigue se fait ressentir un petit peu de partout, mais en tout cas, on termine sur une note positive. Alex, je te lance tout de suite sur le premier Vas-y. sujet, le match face à Séville. C'est quoi que tu as aimé particulièrement sur cette partie? Ce que j'ai aimé, moi, c'est pour que enfin, je vais pas dire la première fois, mais pour une des rares fois en général de la saison, on a peut-être eu la meilleure première mi-temps de la saison. Un Real Madrid qui n'était pas à réaction, mais dans l'action, et surtout de l'intensité, de la stabilité, et j'ai aimé de l'inspiration. Les joueurs, ils étaient vraiment tous en mouvement, tous à jouer pour le copain. Ils n'étaient pas, tu as vu, dans l'individualité, c'était vraiment dans un bloc cohérent, et j'ai adoré ça. Et c'est pour ça qu'on a bouffé Séville, c'est pour ça qu'on les a surclassés au-delà des buts, en plus assez rapides qu'on marque et de loin. Mais sinon, je trouve que tout ce qu'on a fait, globalement, était satisfaisant. Et franchement, c'est rare qu'on ait eu autant de satisfaction dans un match comme ça, contre une belle équipe de base en plus en face. Donc, ça à prendre. Sur 9 épisodes de Real Talk, je pense il y en a pas beaucoup où on a le Non. sourire comme ça aujourd'hui, parce que là, entre Pachuca, où on a, bon ok, c'était pas un adversaire de grande qualité, mais on a quand même gagné 3-0 et un titre, mais là, hier, ouais, comme disait Alex, beaucoup d'inspiration et j'ai aimé l'animation offensive parce que certes, il y a 2 buts de loin, mais il y a aussi 2 buts avec des actions Mm. comme on rêve d'en voir à Madrid, dans une touche de balle, des actions réfléchies. Et oui, c'était pas le grand Séville qu'on a connu d'Unai Emery, ils sont 11e ou 12e au classement, mais quand même, il faut le faire. Souvenez-vous l'an passé, Séville, c'était 1-0, but de Modric à la 81e, donc c'était compliqué. Et là, cette année, on s'est rendu la tâche facile pour terminer cette année et ça fait plaisir. Mm. Ouais, je vous rejoins sur l'animation offensive, c'est vraiment le positif. Et j'ai même envie de vous dire, le paradoxe, c'est qu'on n'avait pas notre meilleure arme offensive, pas de Vinicius. C'est vrai, Ouais. en plus. Donc, comment l'expliquer? Bah, je dirais que les joueurs ont su peut-être, tu vois, dépasser leurs fonctions. Quand je vois par exemple le nombre de permutations qu'il y a eu, genre un coup Brahim, il pouvait être à gauche, en pointe à droite, pareil pour Kylian, pareil pour Rodrigo. Et je trouve qu'il y avait une complémentarité hier, et simplement, les joueurs jouaient simple. Genre hier, il n'y avait pas de joueur qui essayait de chercher à garder la balle pendant 3 heures. Vraiment, il lâchait la balle après une, deux, trois touches, ça prenait l'information, c'était perpétuellement en mouvement. Et du coup, ben, à la fin, les occasions, comme il a dit Thomas, c'était une de touche de balle. Ça partait de notre cage à la cage du Séville en très peu de passes. On ne cherchait pas à construire pendant des heures. Ça jouait au plus simple. Et pour moi, quand tu joues simple au football, ben, au plus efficace, ça fait que ça peut que marcher, quoi. Donc, franchement, La, bravo. La meilleure défense, c'est l'attaque. Et hier, on a un petit peu acculé Séville. On a joué très offensif, Mm. et notamment les latéraux. Vasquez, qui a joué très très haut sur la position moyenne, il est plus haut que Valverde sur l'ensemble de la rencontre. C'est quand même pas rien. Camavinga a aussi joué très haut, donc on en parlera du choix Camavinga parce que ça nous a tous surpris. Mais force est de constater qu'il est quand même directement impliqué sur 2 buts, avec l'appel qui libère Mbappé avant sa frappe et sur la passe D qu'il offre à Valverde. Et puis ouais, on a voulu imposer notre jeu et c'est ça qu'on demande en tant que fan du Real. On a la grandeur du club, mais on a souvent été un club en réaction, qui a subi, qui a réagi. Et là, on a été un club qui a vite fait la différence et qui a vite imposé toute sa grandeur à Séville. Et de ce Mmh. côté-là, je suis très satisfait. Ouais, puis le match a été pris, par le bon bout aussi, ce qui est quand même assez rare sur ce début de saison. On se plaint beaucoup des débuts de match du Real Madrid à réaction, comme tu disais, Mm. Thomas. Donc ouais, et puis rapidement tu mets le deuxième, troisième but. Bon, après il y a peut-être une petite tâche, ce sont ces 2 buts effectivement encaissés, et du coup c'est Ouais. un peu ce que, moi j'ai moins aimé dans cette partie. Je pense que vous aussi, c'est l'aspect défensif. Encore une fois, on sent que c'est fragile, on prend des buts, vraiment évitables. À la lim Enfin surtout le Ah, le 1er but qu'on premier. Ah, encaisse, le premier. Camavinga, bon, il perd un peu n'importe comment, il sort un peu n'importe comment, mais bon, c'est pas son poste, donc on peut être, Il n'y a qu'un défenseur de métier hier, hein. De base, il n'y Ouais. a qu'un défenseur, il n'y a que ouais. Rudiger. Les 3 autres ne sont pas des défenseurs formés en tant à ce poste-là. Vasquez, c'est plus un attaquant ou un milieu droit. Tchouaméni, c'est un milieu centre. Et puis Kamavinga, pareil. Donc, à un moment,
dans ce genre de détails, si tu les as pas, si tu n'as pas le réflexe, bah, ça se ressent. Tchouaméni, on voit qu'il est complètement omnibulé par le ballon, il en oublie le défenseur qui est derrière Ah lui. ouais. C'est grotesque. Après, Luke Bacchio, Mais quand tu vois qu'il est sur l'action, il rentre dans Kamavinga, t'as vu, il fait même pas exprès, il le dribble même pas, le mec il lui a foncé dessus, il la donne ouais, après sur le côté, tu vois, et après ça centre. Mais mais Tchouaméni, tu je suis vois, d'accord avec toi, c'est catastrophique sur ça. je pense que c'est le seul regret que j'ai par rapport à cette compo. Je pense que Carlo, il a mis Kamavinga par rapport à Luke Bacchio. Je pense qu'il a Mm. voulu vraiment museler ce gars-là avec un Kamavinga. Et c'est ça aussi, quand je me dis, quand tu es le Real, est-ce que tu dois t'adapter, surtout quand tu es à domicile, face à un adversaire? Voilà, c'est le seul truc que je pourrais dire. Carlo n'était pas content hier je crois que c'était 80e, on le voyait, il tirait la gueule un peu parce que bah, ces 2 buts encaissés, je pense qu'il n'était pas satisfait. Il aurait voulu partir avec un 4-0 et tout ça. Mm. Bon, on va pas faire la fine bouche, un 4-2, sachant qu'on en parlera tout à l'heure. Le Barça a perdu. Le plus important, c'était la victoire. Et puis la manière était quand même présente. Donc, faut pas non plus critiquer pour critiquer. Ouais, puis comme je le dis, c'est une petite tâche, mais en vrai, dans 2 mois, quand on repensera à ce match, on se dira pas: Ouais. Il y a eu des erreurs défensives», on dira plutôt, c'est un match où on a vu en fin de l'animation offensive, on a vu un Mbappé intéressant dans son jeu, dans ses appels, tout ça, et donc par rapport aux performances, Alex, tu as une perf ou 2 à souligner particulièrement? Ben, on va souligner celle de Kylian, quand même. Au bout d'un moment, il va quand même montrer que je suis positif avec Kylian. Franchement, moi, hier, il m'a fait plaisir. Et tu vois, c'est ce que j'attends de lui. À part, tu vois, 2-3 ratés comme d'habitude. Mais bon, il devrait finir le match avec un doublé. Ça, on connaît, c'est la chanson. Et moi, je pense qu'à ce rythme-là, vraiment, avec le nombre d'occasions qu'il a et tout, il a de quoi peut-être avoir sous la semelle pour attraper Lewandowski en deuxième partie de saison. Mais ça, c'est un autre débat, on verra plus tard. Il est à Mais 14, Kylian, là, toute compétition confondue, hein, je crois. ouais, c'est pas Mais mal, hein. c'est pas mal quand C'est pas même, hein. mal. C'est pas mal quand même. Mais après, tu vois, moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment le fond de jeu. Et je trouve que même si techniquement, il est en dessous des Rodrigo, des Brahim, etc., je trouve que quand même, il progresse parce qu'il panique moins. Mm, La mm, balle, mm, elle lui brûle moins les pieds. mm. Tu sens qu'il est plus réfléchi, qu'il lève la tête, qu'il tergiverse moins. Il tente moins de la garder aussi. Et en fait, quand tu vois le but de Brahim Diaz, il la conserve, il dribble, il la donne à Vasquez, il est placé intelligemment et il la remet en une touche du mauvais Mm. pied. Ça, il le faisait pas il y a quelques semaines. Et tu sens que l'interview qu'il a fait avec Click pour se libérer un petit peu de ses démons, tout ça, ça fait du bien. Et tu vois, aujourd'hui, il joue posé, efficace, et ça marque. Il court, il fait les appels pour les copains pour libérer les espaces. Il pense pas qu'à attirer les ballons, chose qu'à l'époque au PSG, il faisait. Parce qu'il a compris qu'au Real, on joue pas que pour Kylian, on joue pour tout le monde. Et là, pour moi, il a compris où il était, enfin, et ça fait du bien. Donc franchement, Mm. bravo Kylian. J'ai rien d'autre à dire. Ouais, Kylian, évidemment, parce que le but qu'il met, c'est quand même peut-être cette nouvelle signature, hein, c'est parce qu'il met le même contre le Celta, plus ou moins au même endroit. Belle frappe de loin. Et moi, je le trouve plus intéressant dans l'axe ou presque à droite. À gauche, je trouve qu'on a mieux avec Rodrigo et Vinicius. Et puis, il est trop prévisible à gauche parce qu'il revient constamment sur son pied droit. Alors que dans l'axe, il a ce côté peut-être un peu plus imprévisible. Évidemment, il s'adapte à ses coéquipiers, donc ça c'est bien. Je pense que comme l'a dit Alex, il est libéré de ce qu'il a dit à Click, même si en soi, dans l'interview, il dit pas des choses extraordinaires, mais peut-être que lui, bah, il se contenait depuis des mois et qu'il avait besoin de parler, parce que ça faisait, je crois, 8 ou 9 mois qu'il n'avait pas fait d'interview, mine de rien, donc ça, il devait intérioriser tout ça. Et je le trouve ouais, plus libéré. On voit qu'avec Brahim, il y a une vraie connexion sur et en dehors du terrain. On sait que les deux joueurs sont très proches. Et tu disais tout à l'heure comment on explique cette victoire. Mais il y a aussi beaucoup de joueurs qui reviennent de blessures, hein, et qui retrouvent un niveau de forme cohérent. Rodrigo, pareil, hein, mine de rien, Rodrigo, sur les 3 derniers matchs, c'est 3 buts, 2 passes D. Alors Vinicius n'était pas là, Bellingham toujours aussi fort. Et en fait, quand tu récupères ton effectif et la forme de certains joueurs cadres, bon, on a quand même le meilleur effectif d'Espagne avec l'Atlético à mes yeux. Donc c'est normal que le Real, à un moment donné, déroule. C'est ce qu'on attend. Et toi, D'accord. Thomas, tes performances clés? Alors, pour Mbappé, c'est pas mon homme du match, mais pour Mbappé, c'est vrai que ce que j'ai le plus aimé dans cette partie-là, c'est que vraiment, et tu as mis le doigt dessus déjà, Alex, hein, mais le fait qu'il fasse constamment des appels, je sais pas quelle quantité d'appels véritablement il a fait aujourd'hui, enfin hier, mais il en a fait énormément. Même si le ballon vient pas, il y a pas de problème parce qu'il libère des espaces pour ses coéquipiers, notamment Rodrigo profite de l'un de ses appels, pour être libéré sur le 3e but du Real Madrid. Il a fait énormément d'appels. Il est en train de comprendre en fait exactement le rôle qu'il doit avoir au Real Madrid. Et je trouve que ça, c'est clé. Et après, je suis d'accord avec vous. Le fait que toutes les individualités reviennent, forcément, ça fait aussi hausser le niveau du Real Madrid. Moi, mes 2 MVP sur le match d'hier, alors Lucas Vazquez quand même. Ah bah oui. C'est Moi, Très, très bon, hein. c'est mon homme du match, hein.
Ouais, Alors, ouais. c'est un match où il attaque. On sait que lui, c'est le plan offensif qu'il apprécie. Puis il y a Mais des mine de boulevards. rien, contre Pachuca, il obtient un penalty. D'ailleurs, c'est sa spéciale quand il revient toujours sur son petit crochet pour À obtenir le Liverpool penalty. aussi. Il le fait souvent, ouais, voilà. Mais ouais, l'intelligence qu'il a au niveau de ses centres, parce que le centre qu'il fait à Rodrigo, beaucoup l'auraient donné directement à Mbappé. Et Mhm. finalement, Mbappé va aspirer les deux centraux. Non, non, Vasquez, très très gros match. Après, ça fait Ouais. longtemps qu'il faisait pas des bons centres comme ça, hein. Il y a des périodes là où même offensivement, il était vraiment cata, hein. Donc là, ça fait plaisir de le retrouver en mode Cafu Vasquez comme ça, hein. Mais quand il n'est pas attaqué dans son couloir, forcément, ça le libère, hein. Après, c'est comme tout le monde, hein. Il y a aussi à un moment donné, je pense, un manque de confiance, Ouais. hein. Quand tu te fais laver comme il s'est fait laver là sur toutes les dernières semaines, je pense qu'au niveau de la confiance, bah, t'en prends un coup, hein, parce qu'après, bah, Au Rayo, c'est c'est compliqué au un, Rayo. ça reste un ailier de formation, donc C'est offensivement, vrai. évidemment, qui doit apporter bien plus que ce qu'il a apporté sur les dernières semaines. Donc ça fait, je suis content pour lui, quoi, vraiment à ce niveau-là. Et moi, Brahim Diaz, j'ai beaucoup aimé. Alors surtout sur la deuxième période, c'est vrai, Oui. un peu plus éteint sur la première, mais sur la deuxième, je trouve que c'est vraiment une masterclass de Brahim Diaz. J'aime énormément quelle finesse technique il a ce joueur. Et puis cette capacité à jouer dans les petits espaces, même défensivement, hein, à l'instar d'un Rodrigo quand il joue à droite, ça fait beaucoup d'efforts défensifs. Enfin, moi, Brahim Diaz, j'ai kiffé. Ouais, C'est un peu le joker de luxe du quatuor de base, tu vois, c'est magnifique. ouais, on a un vrai effectif là pour réussir. Et dernier mot sur Mbappé, le record de buts sur une saison pour une recrue, c'est Ronaldo, 35, Cristiano, 32? 32 ou 33, sa Ouais, première truc année comme avec ça. le Real. Donc là, il en a 14. Il y a beaucoup de matchs. Il y aura même des matchs en plus puisqu'il y a la Coupe du Monde des clubs. Mais il y a un monde où il peut atteindre ou s'approcher des 30 buts parce que hier, il en marque un. Mais le vrai Kylian, à un moment, il peut lober le gardien. Il fait pas, il a pas la bonne réaction, je trouve. Il peut finir au moins avec un doublé hier. Donc je Ah pense oui, qu'il en a largement. encore sous la semelle. Il en a encore sous la semelle. Mais Oh, il y a c'est une vraie sûr. progression en tout cas. Tu sais que j'ai C'est sûr. beaucoup aimé sa phrase de. C'est vrai qu'on l'a pas évoqué, sa phrase qu'il a dit lui-même à la fin du match en interview. Il a dit qu'il avait touché le fond contre Bilbao. Et j'ai trouvé ça très sincère de sa part de dire ça et de dire qu'il fallait qu'il, ça y est, c'était le signal pour qu'il se bouge les fesses après son penalty raté et sa prestation pas ouf après Liverpool et Bilbao. Et j'ai trouvé ça sincère, franchement, de dire ça. Et tu vois, ça prouve qu'il s'est quand même remis en question. Et je trouve qu'aujourd'hui, bah là, on voit les résultats de ça. Et j'espère qu'avec Noël, avec le repos et tout, parce qu'il a enchaîné quand même pas mal de matchs comme les autres, bah, j'espère que là, en 2025, on verra vraiment, cette fois-ci, le vrai Kylian, tu vois. Et je pense qu'on s'en rapproche vraiment. Normalement, plus le temps va passer, plus il sera bon parce qu'il va aussi s'adapter à la ville de Madrid, à ce qu'il disait dans l'interview, la culture espagnole, ce qu'il n'avait peut-être pas forcément au début, même si il est bilingue. Et au fur et à mesure, il va se sentir chez soi, quoi. Donc, Mm. ça va se traduire sur le terrain. Oh, c'est sûr, c'est sûr. Bon, on en reparlera peut-être un peu après, Ouais. davantage des perfs, du bilan, on va dire, de mi-saison, mais évidemment qu'il en a sous le pied encore. Euh, est-ce que vous souhaitez avoir un mot sur le coaching de Carlo, Alex? Je sais que je dis, Hendrik n'est pas entré en jeu, c'est même pas échauffé. Alors, apparemment, sur la fin de match, il devait entrer. Finalement, non, il n'est pas entré. Bref, à 0 minutes au final. Moi, je comprends pas trop à quel point. Enfin, après, tu vois, Hendrik, on a toujours ce débat-là. C'est est-ce qu'il a vraiment le niveau ou pas? Moi, je trouve que si tu le fais pas jouer, on pourra jamais le savoir. Mais le problème, c'est qu'à 4-1, tu fais Hum, rentrer hum, hum. Arda et Modric seulement. Enfin, je veux dire, Modric, je l'adore, Arda aussi, mais à un moment donné, à 4-1, 70e minute, faire rentrer d'autres joueurs. Tu es là, Ouais, Raoul je suis Asensio, qui d'accord. c'est cool, mais Hendrik, s'il joue pas là, il va jouer Et, quand? et Envoyez-le en prêt à Raoul, Retafe si tu veux, à la limite, hein, mais si c'est pour le garder sur le banc, appelle Gonzalo Garcia du Castilla, c'est pareil, hein. Bah, tu vois, à ce moment-là, le pauvre, moi j'ai de la peine pour lui. C'est tout ce que j'ai à dire. surtout qu'à cet âge-là, ils ont besoin de jouer pour progresser. Donc là, à minima, ils stagnent, au pire, ils régressent parce que Bah ouais. ces mecs-là ont besoin de jouer. Alors, je pense que le Real fait très attention à la croissance des joueurs parce que il a 16, 17 ans, 17, non, 17 ou 18 ans, je sais plus du coup. Mais la 18. croissance n'est pas finie chez les garçons avant 20, 21 ans. Donc, ils font attention parce qu'au Barça, on voit que ça y est, Lamine Yamal, il enchaîne les blessures. Peut-être qu'il a été surutilisé aussi. On en parlera juste après d'ailleurs du Barça. Donc je pense qu'il fait attention. Maintenant, par rapport à ce qu'a apporté Hendrik, je trouve en début de saison où on se disait waouh, ça peut être vraiment le petit joker de luxe du dernier quart d'heure quand on est parce qu'il apporte beaucoup de dynamisme, il se crée toujours des occasions, etc. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il ne joue plus du tout? Franchement, il ne joue plus du tout et c'est assez incompréhensible. Donc ouais, je vous rejoins. Je pense qu'hier, il aurait mérité au moins 10 minutes pour finir l'année. Et c'est un débat qu'on avait hier, nous, sur le débrief, mais moi, je crois aussi que les joueurs comme Hendrik, qui sont très sollicités, on sait, hein, quand il signe au Real Madrid, il y a une négociation sur le fait qu'il doit intégrer l'équipe première directement.
Vous voyez ce que je veux dire? Mmh. Ouais. Et moi, je pense qu'il se tire une balle dans le pied parce que, bah, en l'état, vu qu'il joue pas du tout avec le Real Madrid, tu vois, jouer avec le Castilla, ça lui ferait pas de mal. C'est vrai. À la fois pour s'adapter au football espagnol, parce que ça reste différent du football brésilien, même si c'est de la D3 avec le Castilla. Mais le problème, Vinicius l'a c'est que fait, hein. Vinicius l'a fait, Rodrigo l'a fait, et ça a fonctionné. Voilà, pour les premiers mois, ça les a mis tout de suite dans le bain. Après, très vite, on a vu qu'ils étaient au-dessus pour le Castilla, mais peu importe, ils ont pu faire un peu leur gamme là-bas. Et le problème, c'est qu'un joueur comme Hendrick, moi je pense, tu vois, par exemple, il veut pas en fait. Et puis en plus, je pense que c'est sûrement je sais pas si c'est dans le contrat, mais en tout cas, il y a un accord, c'est sûr, sur le fait qu'il doit rester en équipe première. Ouais. Et je pense qu'il se tire en même temps. Hendrick et d'autres joueurs, parce que maintenant, tous les jeunes de 18 ans, ils arrivent au Real Madrid. S'ils sont sursollicités, bah, ils négocient le fait d'intégrer directement en équipe première. Moi, je pense qu'il se tire une balle dans le pied. Ouais, je Aussi. suis d'accord, c'est vrai qu'il Mmh. en fait, il se prive de rythme et c'est vrai que peut-être que voilà, le joueur il arrive, il veut pas se «rabaisser» entre guillemets, aller en D3, bah, parce que le mec il était titulaire, à Palmeiras à 16 ans, il gagnait des trophées déjà et il jouait la Copa Libertadores et tout. Mais c'est vrai qu'après c'est une question aussi d'ego, je sais pas, ou pour moi, c'est vrai qu'il vaut mieux jouer en D3 que pas jouer du tout. À un moment Ouais, donné, mais regarde ce qu'il a apporté, notamment ce but là, je sais plus contre quelle équipe c'était, où on croit qu'il va faire la passe et il tire de ah mais bien loin, tu sûr, vois. il est capable. Il peut apporter des choses, il tire bien du pied droit aussi. On Mmh. voit qu'il avait apporté dans les premiers matchs des petits détails en fin de rencontre, tu vois. Alors bien sûr qu'il fera des mauvais choix puisqu'il a 16 ans, mais plus il va jouer justement, plus il va pouvoir aussi s'adapter, comprendre le jeu. Donc à un moment, quand tu mènes 4-1, ok, c'est Séville, mais je pense que tu peux faire sortir un Mbappé, ça va pas être un scandale, hein. Après, au début, on disait en rigolant, «Ah mais imagine, Kylian, il est pas bon, tu le fais sortir, tu mets Hendrick, il enchaîne les buts». Du coup, tu vois, ça allait le foutre encore plus dans une situation, bizarre. Donc on disait à l'époque, peut-être que c'était pour ça que Carlo le mettait pas, pour pas, mettre Mbappé en Mm. concurrence avec Hendrick. On rigolait, mais en vrai, il y avait vraiment matière à faire, tu vois? Mais là, pour le coup, bah, le petit Hendrick, il a disparu des radars. Donc au bout d'un moment, les belles promesses, bah, pour l'instant, elles sont en train de partir en l'air, quoi. Il est pas Et fan dans des jeunes, de toute façon, Carlo, c'est pas sa patte, hein. Autant Luis Ouais. Enrique, par exemple, c'est un mec qui adore faire jouer les jeunes et faire progresser. Autant Carlo, non, lui, il a besoin, il a toujours eu des cadres, des grognards là, et c'est ça qu'il aime. Mm. Bon, en conclusion de cette année 2024, parlons de la Liga d'abord. On l'a vu, l'Atlético est allé battre le Barça au Montjuic. En conclusion, ça donne que le Real Madrid est deuxième au classement avec un point de retard sur l'Atlético. L'Atlético et l'Atlético et le Real Madrid qui ont un match de retard sur le Barça. Le Barça qui est à 2 points du Real Madrid et à 3 points déjà de l'Atlético. Est-ce qu'il n'y a pas un petit décrochage là possible côté catalan, Thomas? Bah, mathématiquement, 5 points, 6 points, ça commence à faire, sachant que ce qui est incroyable, c'est qu'ils avaient à un moment 9 points d'avance sur le Real, donc plus sur l'Atlético. Et dans le bilan comptable de Flick, il fait moins bien que Xavi au même nombre de matchs. Oui, J'ai plus la stat, mais je crois que c'est 3 points de moins. 3 points de moins, ouais. Voilà. Donc, bah ouais, bah, tant mieux pour nous. Et je pense que de toute façon, on l'avait dit au fur et à mesure des podcasts, attention l'Atlético, ça monte en puissance, ça monte en puissance. Alors, ce week-end, ils ont été quand même dominés en Catalogne. Peut-être que la victoire, c'est un hold-up. Mais on sentait venir que cet Atlético montait en puissance. Ils ont fait un bon mercato et je pense que ça sera peut-être le rival du Real sur cette deuxième partie de saison. Même Ah, si je pense que sur les 13 victoires d'affilée ou les 12 victoires d'affilée, il y en a au moins 4 ou 5 qui vont chercher dans les dernières minutes et que cette réussite-là, ils ne l'auront pas sur la deuxième partie de saison, un peu comme le Barça en début d'année. Alors que ce Real a été finalement irrégulier, moyen, des fois très bon, des fois très mauvais. Et je me dis que nous, on ne pourra faire que mieux. Donc, mon favori, ça reste encore le Real pour cette deuxième partie de saison. Moi, ce qui me surprend, c'est vraiment l'Atlético Madrid. C'est alors une équipe qui faisait un début de saison, mais encore pire que nous, tu vois, calamiteux à tous les niveaux. Là, Simeone, il Il a n'y quand a même qu'une défaite, trouvé. hein, Alex, hein. Ah ouais, Simeone, tu vois, Ils il a ont, hein? ils ont qu'une défaite, l'Atlético. Ouais, mais Tu dis beaucoup de que... matchs nuls, tu vois. Ils Oui, étaient quand même, tu ouais. vois. Après, en Ligue des Champions, ils se prenaient des rousses encore pire que nous, tu vois. Et t'es en mode, l'Atlético Madrid, tu vois, c'était pas cohérent. Là, Simeone, il a quand même trouvé quelque chose de ouf. Après, comme d'habitude, on dit contre le Barça, ils vont donner leurs fesses, etc. Au final, ils font un remake de la Casa de Papel à la 92e minute de jeu. C'est quand même un truc de fou. Moi, j'étais Bah, devant c'est le flic match le avec mon but en père au plus. téléphone. On a hurlé tous les deux en même temps, tellement c'était improbable. Alors, certes, le 1-1 nous arrangeait plus, mais Mm. juste pour voir les Catalans à terre, moi, franchement, j'étais tout content. Mais après, l'Atlético Madrid, tu vois, c'est encore un duel avec deux équipes de Madrid au sommet. Mais il y a un mois de ça, un mois et demi de ça, on disait pas ça, parce qu'à 9 et 10 points de retard respectivement, aujourd'hui, tu as le Barça, ils ont le souffle de Bilbao dans leur nuque.
chose qui normalement ne devait pas se passer, tu vois. Donc tu te retrouves quand même avec un Real et l'Atlético qui ont su élever le niveau en ce moment, un Barça qui a coulé. Et je rejoins Thomas en disant que nous, on peut que progresser par rapport à ce qu'on a fait en première partie de saison. Et le Barça, ils étaient en sur-régime. Donc à voir si eux, ils vont se relancer ou pas. Mais quand même, une Là, ils victoire sont en seulement sous-régime. Une en victoire 7 en 7 matchs. matchs, ouais. Ah ouais, une victoire en 7 matchs, c'est du Manchester City version espagnole. Hein. C'est pas loin. Mhm. Donc Non, bon, de toute façon, en plus, ce qui est intéressant, c'est que pour le coup, on a trois équipes qui ont tous les trois une dynamique très différente. C'est-à-dire que le ouais. Real Madrid, ça a fait les montagnes russes toute la première Ouais, c'est partie de ça. saison. Il n'y a aucune régularité. Hein. L'Atlético a commencé très très mal et ils ont fini très très fort. Et le Barça, c'est l'inverse. Ils ont commencé très 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 fort et ils ont fini très mal. Et je regardais au nombre de points, et notamment dans une projection sur la fin d'année. En fait, il y a le Real et l'Atlético. Si tous les deux gagnent leur dernier match, le dernier match qui sera le dernier match officiel de la première partie de saison, ils seront bons à 44 et 43 points. Je regardais les derniers champions à combien de points ça terminait. Alors l'année dernière, nous, on termine à 95 points, ce qui est énorme. Mais après, sur les 5-6 années précédentes, le champion termine avec 86, 87, 88 points. Donc, le Real comme l'Atlético, en fait, sont sur un rythme de champion, si on regarde des 7-8 C'est là qu'on dernières voit que années. c'est plus les grandes équipes Ouais. de Ronaldo Messi parce qu'on se bataillait entre 95 et 100 points à l'époque. Hein. Ouais. Et finalement, il n'y a que le Barça qui, de ce fait-là, pas sur un rythme de champion parce que ils sont très en dessous. Parce qu'eux, en plus, ont déjà du coup fait leur mi-saison, 38 points au compteur, Puis 5 Ouais, défaites c'est déjà. faible. Hein. 5 défaites. Ouais, 5 défaites. 38, c'est pas beaucoup. C'est Hein. peu, hein? Ah non, Ouais, non, au final, ils ont 4 défaites. 5 défaites, pardon. ouais, 5 défaites. Normalement, 5 défaites, c'est ce que tu as dans une saison. Et Et encore. oui, là, en une demi-saison, quoi. C'est ouf, hein, quand Ouais. même. Mm, mm. Et Bref. le lièvre et la tortue. Si on se refait un petit focus, on focus un peu plus sur le Real Madrid. Alex, est-ce que c'est une si mauvaise première partie de saison en tenant compte qu'on a pris 2 titres au passage? C'est le Et que c'était paradoxe qu'on disait la semaine dernière. et que c'était ta conclusion la semaine dernière. C'est vrai, c'était exactement ça. C'était la conclusion de Thomas la semaine On y dernière. arrive, dans le Et au débat, on final- y arrive. mais en vrai de vrai, c'est là où tu vois finalement que des fois, il faut apprendre à être patient et le destin et le football, tout va très vite. Là, au final, est-ce qu'on peut dire qu'en étant à 1 point, avec un match en moins de l'Atlético Madrid, est-ce que dire qu'on est encore Ligue des Champions, potentiellement dans les barrages, c'est une mauvaise saison? 2 titres déjà, peut-être 3 dans 2 semaines, on ne sait pas, 3 semaines. Oui, parce qu'il n'y a pas l'Atlético dans la Super Coupe. Et ouais, donc c'est pour ça. Donc tu dis que en vrai, pour moi, surtout si on remporte la Super Coupe d'Espagne et qu'on passe le mois de janvier dans des très bonnes conditions, pour moi, le début de saison, il est plus que réussi, quoi. Enfin, pas dans le jeu, mais dans les résultats, force de constater que c'est un très bon début de saison et que n'importe qui, comme par exemple, je sais pas, des clubs, je dis au hasard, hein, des clubs comme Manchester City par exemple, aimeraient faire des résultats comme nous, tu vois. Et aujourd'hui, tu as des grands clubs qui s'écroulent, d'autres qui se maintiennent bien, et nous, je trouve qu'on se maintient dans la moyenne haute. Donc franchement, manque plus que le jeu. Mais imaginez que sans jeu, on arrivait là. Donc au final, je suis plutôt serein. Moi, je pense qu'il y a eu déjà un facteur, c'est évidemment l'arrivée de Mbappé qui a un peu perturbé cet effectif-là. Et en plus de nature, le Real arrive généralement très mal à confirmer 2 saisons d'affilée, surtout en championnat, puisque c'est pas arrivé depuis au moins 17 ans, je crois, 17-18 ans. Donc, il y a ces 2 facteurs-là. Maintenant, voilà, on retrouve des joueurs en forme. Les joueurs commencent aussi à s'adapter à Mbappé à l'effectif. Et ouais, je pense que là, si on arrive à remporter cette Super Coupe d'Espagne, tu as déjà 3 trophées sur 7 possibles. Bon, si tu arrives à remporter, allez, ne serait-ce que 4 trophées cette année, ce serait déjà une bonne saison. Hein. Donc, ouais. Ouais, je parlerai pas quand même de bonne première partie de saison, mais comme l'aime bien dire Carlo Ancelotti sur ses dernières conférences de presse, on est en vie, on a réussi à survivre. On a fait 15 000 cascades là, sur cette première partie de saison. Vraiment, on a quand même été pas loin 2 reprises de toucher le fond et possiblement un changement d'entraîneur. Enfin bref, vraiment de taper une grosse crise. Et au final, on est retombé sur nos 2 pattes. On est bien debout dans toutes les compétitions. Le bémol quand même, au-delà du jeu, qui est quand même un gros bémol, en Ligue des Champions, le bilan reste quand même très mauvais Tu as raison. et pourrait aussi avoir un impact négatif sur la suite parce que le mois de janvier là qui arrive, on va avoir potentiellement 10 matchs. Février, tu vas t'ajouter 2 matchs supplémentaires parce que tu vas avoir droit au barrage, quasiment sûr, même s'il y a un mince espoir encore. Très probablement, le Real va jouer un barrage, donc c'est-à-dire 2 matchs de plus.
Ça pourrait quand même avoir un impact négatif Ouais. sur ta suite de la saison. Bah, d'où De toute façon, l'importance de faire jouer ton banc de touche à un moment donné, si tu veux pas avoir trop de blessures, parce qu'on parlait du bilan de mi-saison, mais le gros point noir, c'est les blessures quand même. c'est vrai. On n'a pas été régulier, mais je veux dire, combien de fois on a eu la même composition pendant 3 matchs d'affilée? Je crois que c'est même pas arrivé une seule fois cette saison. Donc compliqué, c'est vraiment le gros point noir. Et j'espère que le Real va trouver des moyens pour remédier à ça. Peut-être que aussi l'ambition c'était d'être au top niveau en deuxième partie de saison, voire pour le mondial des clubs aussi. Hein. T'as ce truc que le mondial des clubs, ils avaient dit que je crois que c'était une de leurs priorités. Donc, remporter la première édition de cette compétition. Et tu te retrouves surtout aujourd'hui, ouais, ok, tu peux peut-être jouer les barrages, mais pour moi, tu vois, sachant qu'on n'affrontera pas, je pense pas, une très très grosse équipe, c'est aussi le Ouais, moyen ça pour le dépend Real comment de tu termines. Hein. montrer. Ouais, ça dépend comment on termine. Mais je me dis, tu vois, le Real, ça dépend comment ils prennent ces 16e potentiels. Ils peuvent se faciliter la vie, tu vois, et envoyer un sacré signal. Mais de l'autre côté, c'est vrai que les blessures, j'espère qu'on sera éloigné de ça en 2025. Et quand je vois que Carlo, il aime bien user ses joueurs comme les Rudiger et Valverde qui ne sont pas blessés, on ne sait pas comment, et heureusement. Mais j'espère qu'en janvier, février et tout, il va changer de fusil d'épaule parce qu'il y a des joueurs qui ne pourront pas jouer autant. Surtout qu'en plus, on a de la chance, il n'y a pas de trêve internationale, je crois, jusqu'à mars. Donc, on est quand même bien tranquille. Mais c'est vrai que jouer avec le feu comme ça, plus jamais, quoi. Surtout que déjà, à janvier, après Noël, 10 matchs. Si on va au bout de chaque compète, ça se rajoute quand même de la pression, quoi. Je sais pas ce que vous en pensez, Mais je crois mais que pour c'était moi, 76 matchs si on va au bout de ouais, toutes les compétitions cette année. 72. Ou 72, enfin c'était dans les 70 matchs. Ouais, c'était dans les Oui. 70 matchs. Et sachant que historiquement, ce mois de janvier est toujours très compliqué pour le Real. Hein. ouais, je pense Ouais. pas qu'on ira au bout de la Copa del Rey, moi, cette année, de toute façon. Je sais pas, historiquement, c'est pas la compétition qu'on va le plus souvent au bout. Donc, je pense que la Copa del C'est vrai. Rey, il y a au moins un tour ou deux vers les quarts de finale qui va, comme d'habitude, on va se faire piéger, on va se faire avoir Mm. sur un vieux terrain ou j'en sais rien. Mais autant la Super Coupe d'Espagne, je suis serein qu'on la gagne. Mais la Copa, je pense que ça va être un objectif qui va malheureusement nous filer entre les doigts. Et après, bah, focus Ligue des Champions et Liga, ça va être ça. Hein. Mm. Parce que le Mondial des clubs, c'est quand? C'est le mi-juin, si je dis pas de bêtises. Ouais. Donc il y aura 3 semaines de C'est un repos. vrai format de Coupe du Monde. Ouais, C'est le même format, 8 groupes de 4, les 2 premiers qui passent seulement. Donc ça, c'est bien. c'est 3 semaines Donc, de repos entre la finale de Ligue des Champions, je crois, et ça. Puis après, il y a la Ligue des Nations entre-temps, je sais pas quoi. Enfin, petite ça va parenthèse, devenir. en tant que créateur, ça nous arrange quand même parce que ce mois de juin, avec le mercato du Real qui est souvent fait en une semaine, tout début juin, on a rien jusqu'à la reprise, on a toujours un creux d'un mois. Ben là, on aura de quoi parler au moins. Ah bah là, il n'y a pas de Ouais. creux. Hein. Non, mais en plus, c'est vrai que par rapport au mois de janvier, le calendrier, tout ça, et par rapport au possible turnover, sur le mois de janvier, tu joues la Coupe du Roi. Hein. C'est là où se jouent tous les premiers tours le premier tour pour le Real Madrid de Coupe du Roi jusqu'au 5 février. 5 février, tu arrives en quart, je crois. Puis après, ça enchaîne sur les demi, mais après, c'est plus tard. Je crois que tu as un match. L'aller, c'est fin février, et après, c'est début avril, un truc comme ça. Enfin bref, sur le mois de janvier, tu vas à la Coupe du Roi, donc c'est l'occasion effectivement de faire tourner. On voit quand même une petite évolution, on va pas se mentir, positive là sur ces dernières semaines. Tu as 5 matchs en défaite déjà. Dans quelle mesure là vous êtes optimiste là pour 2025 sur le plan collectif, Thomas? Moi, j'aimerais qu'on ait au moins 5 victoires d'affilée avec la manière, qu'on ait une vraie dynamique, parce que j'ai l'impression que cette année, en fait, ce qui nous a manqué, c'est qu'à chaque fois qu'on commençait à avoir du mieux, soit on a eu des blessures, soit on a eu un échec. Par exemple, le faux pas au Rayo, qui a un peu cassé cette dynamique, alors qu'on pensait qu'on allait mieux après l'Atalanta. Mais en fait, c'est souvent ça. On se dit, ça y est, c'est le match du déclic. Dortmund, quand on en met 5 en deuxième mi-temps, je me dis, ça y est, c'est le match qu'il fallait pour lancer ce Real Madrid. Et bien finalement, non, parce que quelques jours plus tard, tu prends c'est 4-0 contre le Barça. Et ben l'Atalanta, c'est la même chose. On gagne à l'Atalanta et après, on va faire un échec à l'extérieur. J'aimerais vraiment qu'on ait cette régularité déjà dans les gros rendez-vous et qu'on ait la régularité tout simplement sur la durée. Et ça, on l'a connu en plus avec Ancelotti, puisque c'est lui qui détient le record de victoires consécutives. C'était 22 ou 23 à l'époque. Ouais. Donc, on a connu ça avec Ancelotti. Et là, c'est vrai que ça nous manque un petit peu. Ouais, moi je pense que 2025, en vrai, en fait, j'attends de voir surtout le mois de janvier. Pour moi, le mois de janvier, il va être révélateur de plein de choses. Déjà du niveau physique de l'équipe, simplement aussi la continuité, si on est capable d'en avoir dans le jeu, avec quand même des matchs tous les 3 jours, ça va être compliqué. Et surtout voir en fait à quel niveau on va arriver en février-mars. Et pour moi, c'est vraiment le mois de janvier qui va être la préparation autant que on va dire la phase visible de l'iceberg, tu vois.
Mais en vrai, je suis optimiste. Je suis optimiste dans le sens où, comme Thomas l'a dit tout à l'heure, lui, il aimerait bien 4 trophées minimum. Moi, franchement, s'il y en a, je pense qu'on peut en choper 5 cette saison. 5, lesquels, je ne sais pas. Mais je n'ai pas une boule de cristal, mais on verra bien. Mais en vrai, je suis optimiste parce que je trouve que l'équipe, elle est jeune, elle est solide, elle est solidaire. Et il y a quand même des belles promesses qu'on a vues là. Et je pense que si Carlo Ancelotti continue à faire des ajustements tactiques dans le bon sens du jeu, à pas faire jouer les meilleurs, surtout à contre-courant, si on stabilise un peu la défense, grâce à des Ceballos au milieu de terrain, avec des Camavinga peut-être replacés, je ne sais pas, un Tchouaméni un peu meilleur, je ne sais pas non plus, ou un Raúl Asensio replacé. Pour moi, il y a tout plein d'éléments qui font que le Real sera une machine inarrêtable, je l'espère, en 2025, simplement. Je partage votre optimisme globalement. Offensivement, je pense vraiment que la machine est en train de se mettre en route. Elle va se mettre en route naturellement parce que simplement on a des individualités hors normes et qu'on voit que dès que Mbappé hausse un peu le niveau, dès que Vinicius a haussé un peu le niveau, Bellingham, tout de suite, tu vois que tu es capable de mettre 3-4 buts sans problème par match. Parce que sur les 5 derniers matchs, on marque au moins 3 buts. C'est ce que j'allais te dire. J'ai la stat là, ça a été dit par Ancelotti. 3 buts contre Girone, 3 contre l'Atalanta, 3 contre le Rayo, 3 contre Pachuca et donc 4 contre Séville. Donc il y a une... là, pour le coup, il y a une vraie régularité. Donc là-dessus, pas d'inquiétude. Même au milieu de terrain, je pense que Carlo va trouver, est déjà en train de trouver les solutions avec Ceballos qui nous a fait grand bien. Mais mon inquiétude vraiment, c'est sur l'aspect défensif. Ouais, c'est possible. Et c'est même pas une question de bloc, mais même plus tout simplement d'individualité en fait. Il faut absolument que Ferland Mendy revienne à niveau parce que lui au moins défensivement, c'est une garantie quand il est à son niveau. Vrai. Et là-dessus, ça va être déterminant. On a besoin absolument. Après, dans l'axe, c'est toujours pareil. Tu n'as que Rudiger comme de grande fiabilité. À droite, il y a un vrai problème parce que même si Lucas Vazquez hier, il fait un match très intéressant offensivement, défensivement, ça ne tiendra pas. J'arrive pas à imaginer un Real Madrid qui va au bout de la Ligue des Champions avec Lucas Vazquez à droite. Je suis désolé. Et d'ailleurs, je pense même que là, actuellement, sur l'état de forme des joueurs, puisque j'exclus Ferland Mendy qui n'a pas été bon sur début de saison, moi, je crois que nos 2 meilleurs latéraux aujourd'hui, c'est Valverde à droite et Camavinga à gauche. C'est quand même triste de se dire que c'est des mecs qui sont pas à leur poste, qui sont meilleurs. Et tu vois, Camavinga, hier, c'est vrai que j'ai pas pu en parler tout à l'heure vite fait parce qu'on est vite passé sur autre chose. Mais tu vois, Kama, autant arrière-gauche, il est exceptionnel, défensivement comme offensivement. Thomas l'a dit, il fait les appels, il a libéré l'espace pour Kylian, il fait la passe D à Valverde, il est présent, il a l'intelligence et tout. Mais pour moi, tu vois, même si sur le papier, Camavinga arrière-gauche, il est incroyable et que ça libère la place pour Ceballos, c'est quand même dommage de voir qu'un mec qu'on aimerait voir s'installer définitivement au poste de milieu de terrain en 6, tu vois, on le ballonne à gauche, on le ballonne à d'autres postes. Et je trouve que, tu vois, pour un mec qui doit être indiscutable, tu vois, c'est pas un rôle, par exemple, Bellingham, tu le mettras jamais arrière-gauche. Il serait capable de le faire, je suis sûr, mais tu le mets pas parce que tu sais qu'il est indéboulonnable. Et pour moi, Carlo, il n'arrive pas à donner ce statut d'indéboulonnable. Et pour moi, c'est pas comme si on avait Fran et Mendy blessés. Il était là, Fran. Et au pire, tu avais d'autres solutions. Mais tu bouges Camavinga, ça prouve que d'un côté, tu n'as pas trop confiance en ton effectif, que lui, Camavinga, tu le bouges, donc tu lui offres pas cette stabilité non plus au milieu de terrain. Et moi, j'ai peur aussi que Kama, au bout d'un moment, pas qu'il se lasse, pas qu'il en ait marre, mais en mode, il se dit, quoi que je fasse, on me bouge du milieu de terrain. Même quand Tchouaméni, on le met en défense centrale, c'est lui qu'on bouge. Après, je suis content pour Ceballos, parce qu'il apporte relance, stabilité, du jeu et tout. Et j'adore Ceballos. Mais c'est vrai que pour Kama, je trouve que c'est un peu injuste. Tu vois. Et c'est un peu dommage. Raison. T'as raison, Kama il mérite pas de jouer à gauche, mais j'espère que c'était vraiment pour contrer Luque Bacchio, que c'était vraiment anecdotique, mais on sait que Carlo, quand il fait des trucs comme ça et que ça marche, il refera. Il le note dans son calepin et puis il est capable de le ressortir à tout moment. Donc, non, mais de toute façon, ce qui est sûr et certain, on n'a aucun doute là-dessus. Demain, tu as une demi-finale de Ligue des Champions, c'est Mendy qui n'est pas prêt. C'est Kama qui va. Il enverra pas Fran Garcia, il mettra Camavinga à gauche. Et de la même manière, alors Lucas Vazquez bénéficie lui d'un statut quand même qui permet un peu plus de complaisance de la part de Carlo Ancelotti, mais je pense que ce serait la même chose. Je pense que mais après, tu peux pas dans un même match, je pense, mettre Valverde et Camavinga parce que tu te retrouves avec qui au milieu de terrain après? Ce serait fou. Il remet Modric. Après, c'est pas tout ce que je ferais moi, hein, mais mais je me dis attention sur un gros match, parce que l'aspect défensif, parce que là Carlo il nous régale un peu, il se dit bon,
Si on marque plus de buts de l'adversaire, c'est bon, ça suffit pour gagner. C'est l'essentiel. Mais après, sur la deuxième partie de saison, à un moment donné, il va forcément essayer de mettre l'accent sur l'aspect défensif. Et quel choix il va faire? À voir. Mais voilà, en tout cas, c'est mon inquiétude vraiment sur la deuxième partie de saison, parce que je pense que c'est ce qui peut nous priver de nous faire d'une très grande saison et d'aller au bout de On l'avait déjà anticipé au tout début de saison, hein, que cet effectif manquait de profondeur sur le plan défensif. Ouais. Et même un Tchouaméni, ok, on me dit qu'il est bon en tant que défenseur. Moi, je le trouve juste moins mauvais qu'au milieu de terrain, mais je le trouve pas non plus exceptionnel en tant que défenseur central. Hein. Tu vois, c'est pas quand je le vois jouer, je fais pas waouh. À un moment, il y a une passe ratée de Courtois là. Je sais pas si vous vous rappelez de cette. Oui. Il se jette pas sur le ballon. Tu vois, normalement. Alors, je pense que la passe effectivement, elle est pourrie. Mais j'ai la sensation que à l'époque, tu mets un Ramos ou un Pep, ils vont la chercher en taclant, en la dégageant. Ils jouent en marche. Ils jouent arrêté, ouais. Ils se bagarrent pas, quoi. Hier, dans mes commentaires, ça m'a fait rire parce que moi, forcément, j'ai mis en évidence le fait que Tchouaméni, sur le but qu'on prend de Romero, il est là comme ça, il regarde, il fait l'appel au premier poteau comme s'il devait courir un premier poteau et son corner, parce que c'est un centre sur une vraie action. Et le mec, je dis, mais les gars, vous vous rendez compte que là, c'est pas un placement de défenseur central. Là, c'est juste une question de b.a.-ba du football. Ouais, mais est-ce que tu peux lui tomber dessus aussi? C'est ça le truc. Ouais, mais mec, à un moment donné, que tu sois. En plus, il est milieu de terrain défensif. Donc, normalement, milieu de terrain défensif, tu as la vision du jeu. Tu connais quand même le football. Il anticipe des choses plus importantes qu'en défense centrale. Là, la balle, elle arrive sur un centre. Enfin, le premier truc que tu fais normalement, c'est de mater autour de toi qui c'est qu'il y a. Le mec, il a même pas regardé à aucun moment où était Romero. Et tu te retrouves avec un mec qui te met une lucarne aux 6 mètres. C'est pas normal. Et Tchouaméni, tu vois, ça, c'est ce genre d'erreur. J'ai peur qu'en Ligue des Champions, il nous les fasse, tu vois. Et je suis d'accord avec toi, il est juste moins bon. Enfin, il est juste moins mauvais. Comment on dit, moins mauvais qu'au milieu de terrain via la défense. Mais pour moi, Raúl Asensio, remettez-le, bordel. Je vais faire une pancarte s'il le faut. Je vais faire une manifestation c'est vrai, quand même. tout seul. Remettez-le. Non, mais c'est dommage pour Raúl Asensio parce que surtout que là, Carlo, je trouve, a cassé la dynamique. Complètement. Et maintenant, je suis plus du tout aussi sûr que Asensio réussira à enchaîner et être aussi bon. Parce que hier, par exemple, c'est vrai qu'on l'a vu un peu tester à droite, ce qu'on avait demandé. Il fait pas du tout une bonne entrée. Hein. Vraiment, il se fait non. 2-3 fois des ballons simples, des ballons dans son dos. Et il est pris. Le but, encore une fois, malheureusement, ça vient de son côté. Enfin bref. Ouais, il a cassé. Je te rejoins. Il a cassé la dynamique du petit. Et s'il devait rejouer titulaire, ça se trouve, il nous sortirait un match catastrophique parce que perte de confiance, alors que il avait la force de l'insouciance lors de ses 5 premiers matchs qu'il n'aura plus là. Donc ouais, je te rejoins. Et ouais, puis là, en plus, et en plus là, ça fait du coup, tu regardes son bilan, tu regardes, il a fait 6 matchs, 6 apparitions. Tu regardes, tu vois sur 3 buts en 6 matchs, il est impliqué, tu vois. Donc tout de suite, en plus ça. Ouais, alors Liverpool, c'est un peu dur de dire ça. Ouais. Il était fort contre Liverpool en plus. Hein. Il a quand même pocket Darwin Nunez. À un moment donné. D'accord. Mais tu vois, dans le bilan notamment de Carlo, moi je pense que ça joue. Bon, passons sur les perfs un petit peu individuels. Même si on a déjà commencé à évoquer quelques joueurs. C'est qui Alex, ton MVP là sur cette première partie de saison? J'en ai pas un, j'en ai 2 particulièrement. De toute façon, je vais faire dans le classico classique. Hein, pour moi, il n'y a pas mieux dans l'équipe que Vinicius et Jude Bellingham. Et je trouve que les deux, tu vois, j'avais peur qu'ils fassent alors, je vais pas dire une chute de leurs statistiques de l'an dernier ou simplement de leur implication, parce qu'ils étaient tellement au-dessus l'an dernier dans toutes les compétitions que je me disais qu'ils allaient forcément faire moins bien. En fait, quand tu les vois jouer, tu sens qu'il y a une aura. Je sais pas comment expliquer, mais il y a une aura. Quand ils sont sur le terrain, il se passe des choses. Et tu sens que c'est des leaders qui tirent le groupe vers le haut. Et au-delà de ça, quand ils ont la balle, et même quand ils l'ont pas, tu sens qu'ils sont présents. C'est sur eux qu'on compte, tu vois. Et je trouve qu'ils ont et peut-être même plus Bellingham que Vinicius, je trouve. Exactement. À 21 ans et 24 ans, les mecs, j'ai l'impression de voir des mecs qui sont là depuis 10 ans. Je sais pas comment expliquer, hein, mais moi, c'est une aura quand je les vois jouer. Je me dis, surtout Jude, par exemple, il est différent, tu vois. Il a et 21 quand tu vois la piges. classe qu'il a, et c'est ouf, hein. 21 piges, le mec, c'est la meilleure recrue qu'on ait fait depuis longtemps. Hein. Ah, mais bien sûr, moi, franchement, depuis Cristiano Ronaldo, c'est celui qui me fait, avec Toni Kroos évidemment aussi, la plus grosse impression. Kroos a été important aussi. Ouais, mais Jude Bellingham, vraiment, il a pris ce statut, même en changement de poste et tout.
C'est incroyable. Et vraiment, les gens qui disent en début de saison, quand il marquait pas et tout, qu'il était nul, mais alors les gars, changez de sport parce que ce mec, il a depuis le début de la saison jamais fait quasiment un mauvais match. Je dis bien quasiment parce qu'il en a peut-être fait un ou deux, tu vois. Mais vraiment hors norme. Et Vinicius, malgré les blessures, voilà, la facilité qu'il a, la facilité, ça me choque. Ça me choque. J'ai pas d'autres mots en fait. Je vais arrêter là parce que j'ai pas d'autres mots. Ils sont grotesques tous les deux. Moi, je dirais pareil, Vinicius, mais Vinicius Bellingham. La différence que je dirais, c'est que Bellingham, par rapport à Vinicius, il a ce côté leadership Ouais. naturel où je l'ai vu haranguer ses coéquipiers, aller venir parler à Mbappé lorsqu'il loupait des pénaltys, etc. Et ce que j'aime bien chez lui, contrairement à Vinicius, c'est qu'il ne transmet pas de nervosité. Tu le vois jamais énervé auprès des arbitres ou auprès des adversaires. Et Vinicius, c'est notre leader technique devant, mais c'est quand même un gros point noir chez lui, c'est que son entrée, c'est contre, je crois, c'est contre le Rayo. Non, je sais plus Ouais. contre qui Oui. c'est. Contre le Ouais, Rayo. elle est catastrophique. Et ce genre de comportement, c'est pas digne d'être un leader. Sinon, je mettrais Valverde parce que, mis à part cette période difficile sur les 3 derniers matchs, Valverde, c'est quand même pour moi Ouais, le joueur le plus stable. Il a c'est joué vrai. défenseur droit, il joue tous les matchs. C'est le gars qui nous débloque plein de situations, exemplaire. Et pour moi, c'est ADN Real Madrid, ce type. Ah ben Donc, oui. ouais. Et- Tu me fais une très très bonne passe parce que moi, c'est ce que je vais dire. Moi, mon MVP pour cette première partie de saison, c'est Valverde. Tout simplement parce que je regarde aussi la régularité en fait. Ouais. Et ses performances sont extrêmement linéaires. C'est-à-dire rien que sur les 2 premiers mois de compétition où le Real était mais catastrophique, où tout le monde était en difficulté, hein, même Vinicius, c'était compliqué sur le début de saison, il a mis un peu de temps à se mettre en route. Bellingham, il faisait le taf globalement, mais on l'avait dit, il se dispersait beaucoup à faire beaucoup de courses un peu inutiles, entre guillemets. Il partait à l'abordage, faire du pressing tout seul. Enfin, voilà, il était moins efficace aussi. Le problème, c'est pas qu'il marquait plus, c'est qu'il était moins efficace, tout simplement, je trouve aussi devant le but, parce que les occasions, il les avait toujours. Et à ce moment-là, Valverde, c'est toujours celui qui tenait la barque. Et Mm. si tu retires, c'est vrai, les 3 derniers matchs où il était un peu plus en Fatigué aussi. difficulté, et en sachant que dans ces 3 matchs-là, tu as quand même le match contre le Rayo où, je rappelle, marque. tu perds 2-0 et puis tu envoies une frappasse pour te relancer complètement le match. Donc, tu peux même réduire du coup à 2 matchs véritablement très moyens pour Valverde. Mais sinon, toute sa saison, elle est extrêmement linéaire. Donc, pour moi, c'est mon MVP et vraiment sans débat. Parce que Vinicius, voilà, comme je l'ai dit, il démarre un peu tranquillement, même si au final, vous avez raison, il termine à combien, Vinicius, là, sur cette première partie de saison? 12-13 buts, 12-13 buts, ouais. 7-8 passes décisives. C'est Pour exceptionnel. un gars qui a commencé la saison en petit trot, qui a eu des blessures, c'est fou, c'est fou. Mm. Puis Bellingham, Ouais. sur ces 5-6 dernières semaines, patron, quoi. C'est lui le leader. Ouais, mais même au début de saison, c'était le gars qui faisait que défendre, qui disait rien, justement Oui. pour faire briller aussi ses coéquipiers, mais il a jamais fait de mauvais matchs en soi, Non. Bellingham, comme disait Alex tout à l'heure. C'est juste que maintenant, offensivement, il a retrouvé cette régularité avec notamment ce mois fou où il a cartonné en mettant des buts à tous les matchs. Mais ouais, dans l'ordre, si je devais faire un top 3, ça serait Valverde, Bellingham, Vinicius. Je suis Ouais. d'accord. Ouais, ça me paraît pas mal. Rudiger, pas loin aussi, je pense, quand Ouais, même. Rudiger, Ouais. mais pareil, je pense qu'à l'instar de Valverde, il commence à fatiguer. Des fois, il fait des erreurs d'inattention, mais ça, je pense que c'est aussi lié à la fatigue parce qu'il joue avec la Mannschaft et tous les matchs avec le Real. Vos flops. Numéro 1, Tchouaméni, hein, ça c'est sûr. On a le hater originel de Tchouaméni. Non, mais je suis pas hater, mais à un moment, il faut être objectif. Je veux dire, au milieu de terrain, il a pas fait le job, et défenseur central, il a quand même fait pas mal de boulettes aussi. Donc, C'est je vrai. veux pas lui tomber dessus en tant que défenseur central parce que pour moi, c'est pas son rôle de base. Donc, c'est dur de lui tomber dessus. Mais en même temps, voilà quoi. Je veux dire, il a pas brillé. Là où Mbappé, on pourrait dire on est déçu, mais mine de rien, Mbappé, c'est le meilleur buteur du club pour l'instant. On peut en attendre plus, certes. Mais je ne le mettrai pas comme premier flop, Mbappé. Ça serait quand même malhonnête de ma part de le mettre en tant que Non. premier flop alors qu'il a quand même 14 buts. Il Donc aurait ouais, pu je dirais, être le flop, hein. Tchouaméni, Mendy. Mm. Et après, je sais pas trop. J'aurais pu mettre Rodrigo, mais là, il réagit bien sur les 3 derniers matchs. Rodrigo, il fait pas un super début de saison globalement. Si tu prends Beaucoup de il a blessures que aussi, hein. beaucoup de blessures, mais bon. Ouais. Ouais. Et vous? Toi, Alex? C'est hyper dur en fait parce que en fait c'est l'équipe finalement, même si individuellement ils ont eu du temps pour certains à se lancer, ils sont quand même bien rattrapés sur la fin. Donc tu vois, c'est quand même ça fausse un peu le rendu global et tout.
Et c'est un peu bizarre. Mais pour moi, tu vois, Kylian s'est bien rattrapé, par exemple. Sinon, Mbappé, vous connaissez, hein, moi, je l'aurais mis en flop numéro 1 si c'était pas relevé depuis Bilbao. Mais sinon, par rapport aussi à l'attente, parce qu'aussi, il faut aussi juger en fonction de l'attente et du talent de base des joueurs. On ne peut pas mettre Fran Garcia, j'allais dire, sur le même niveau de flop qu'un Kylian, par exemple, s'il y avait eu, tu vois, ces performances-là. Parce que Fran Garcia, on n'attend rien. Donc, qu'il soit pas bon, c'est pas très grave, on n'attend rien. Moi, c'est plus Mendy qui m'a déçu parce que c'est quand même un mec solide de base. Et là, il s'est liquéfié, même défensivement, qui est quand même son point fort. Je suis très déçu de Tchouaméni, forcément. Après, le problème, c'est que tu vois, je peux pas trop parler d'Arda. Parce qu'Arda, le problème, c'est que quand il joue, il est Non, trop, mais il c'est est des, trop c'est des scolaire. remplaçants. Et bien sûr, c'est des remplaçants. Et puis, Carlo, il Ouais. ne fait pas confiance. Carlo, il le fait jouer à différents postes. Le pauvre, il n'a pas d'automatisme, il n'a pas de continuité. Donc, je peux même pas lui en vouloir d'être trop scolaire quand il joue. De pas Et prendre de Carlo risques dans les parce flops, que, tu le mets? bah, bien sûr. Ah bah ouais, bah là, mais Je bien t'attends une sûr. perche là. Mais ah bah là, tu me fais. Tu sais quoi, tu sais, j'y pensais même pas parce que j'étais focus joueur. Mais Ben en ouais, vrai, pour moi, si je devais mettre un flop ici en particulier, c'est Carlo. Parce que pour moi, il a un peu auto-saboté l'équipe au début de saison. Et après, là, il s'est relevé, il est content. Mais après, la porte avec Xabi Alonso qui faisait coucou, tu vois, elle était ouverte, hein. Donc là, maintenant, il a peut-être un peu de chance de se sauver les fesses. Mais Carlo, pour moi, il a tiré le groupe vers le bas, plus que les joueurs eux-mêmes, tu vois. Je trouve. Et Thomas, Ouais. pour les arrêts de jeu là, tu dirais quoi? Oui, je vais mettre aussi les Français. Tchouaméni, même si j'ai toujours essayé d'être très nuancé, mais son début de saison, tout simplement, est pas bon. Voilà, il y a pas d'autres constats, pardon, d'autres constats à faire malheureusement. Mendy, c'est vrai que j'ai même pas forcément pensé, mais oui, on vous en parlait, bah oui, c'est partie des déceptions, des flops. Et puis Mbappé, je le mets Mbappé pas un en petit peu, flop, pas en flop, mais je le bah, mets quand même en déception parce que par rapport à nos ouais, attentes sur le début de saison, OK, ça va mieux depuis quelques matchs, mais ça fait quand même que 4-5 matchs où véritablement ça va mieux oui. Mm. Puis après, globalement sur après Bilbao, on n'y croyait pas beaucoup aussi, hein. voilà, Faut pas voilà. oublier, hein. Donc, C'est vrai que Donc 4 bons matchs sur 24, c'est vrai que ça fait pas beaucoup. C'est voilà, vrai que c'est voilà. pas Donc beaucoup. même si le bilan statistique est finalement est quand même assez bien soigné, notamment quand tu prends la comparaison entre, CR7, sa première saison en termes de buts, tout ça, bon, ça reste soigné, l'impression mais dégagée fait que ouais, c'est pas un joueur qui était extraordinaire sur le terrain, je te rejoins. voilà, ça pour moi, ça reste une déception globalement si j'analyse, de manière très neutre sa première partie de saison. Mais voilà, je terminerai, en disant un peu à l'image du Real Madrid finalement, heu, il me nourrit j'ai retrouvé de l'espoir par rapport à Mbappé. Parce Mm. que c'est vrai qu'après Bilbao, j'étais quand même très, très inquiet. Je me disais: Ça Ouais. va finir en flop, total» et Mmh. finalement, un peu à l'image du Real Madrid, il s'est relevé, il montre des choses encourageantes et ça me donne de l'optimisme pour la deuxième partie de saison, pour le Real et pour Mbappé. Donc, c'est un peu sur Le la note sur le laquelle plus je termine. le plus dur est derrière nous. Franchement, ça sera difficile de faire pire parce qu'on a vécu des heures sombres quand même, hein. Je pense. J'espère, surtout. Ouais. J'espère Bah, je surtout. crois qu'on a fait le tour là. Je pense qu'on a fait le tour, ouais. Après pour Carlo, je Ouais, pense qu'il y a même pas besoin de relancer le sujet. Je pense qu'on a déjà ouais, beaucoup parlé. ouais, c'est Effectivement, ça clair. fait partie des petits flops, même si c'est vrai qu'il faut aussi noter positivement pour lui que, bah, il a semble-t-il repris un peu le contrôle sur l'équipe, hein. Il a retrouvé peut-être le vestiaire qu'il avait peut-être perdu un petit peu à un moment donné sur, la première partie de saison. Bref, dites-nous vous aussi dans les commentaires là un peu vos top et flop, vos déceptions, vos bonnes surprises. Dani Ceballos, bonne surprise, Ouais, c'est vrai. on l'a même pas cité, mais On l'a pas dit, ouais. je le cite, hein, on s'entend. Hem, Merci à vous les gars, Ouais, c'était vraiment super sympa ouais, c'est c'est clair. Mais super sympa ce nouveau rendez-vous là ouais, vous tous les inquiétez lundis. pas, ça continue en 2025. Ça Évidemment, sera sur ma chaîne, la première oui, semaine de janvier, voilà. Et puis, passez tous de bonnes fêtes, profitez de vos proches. Et puis nous, on va tous se reposer, je pense, parce que vous le voyez à nos visages, on est quand même On est fatigués. On a tous beaucoup fatigué. travaillé sur le Real. Et puis, il y a quand même potentiellement 10 matchs là au mois de janvier. Donc, ouais, il faut se ressourcer. Ouais. Voilà, les amis. ça va Nago. Bon, passez tous de bonnes fêtes, une bonne fête d'année, prenez soin de vous, puis on se dit, à très vite sur, Al France et toutes les chaînes respectives. Allez ciao! Ciao, ciao. Ciao.